Le sang coulait encore de mes tempes quand j'ai entendu le craquement du bois sous mes pieds. Oh, ce n'était pas la chute, c'était le rire de Claire, ce rire cristallin qui avait autrefois illuminé nos nuits parisiennes, et qui maintenant résonnait comme un glas dans l'obscurité de notre appartement haussmannien. J'étais mort, pendu par mes propres mains, ou du moins c'est ce que le monde croirait, mais dans cet instant suspendu entre la vie et le néant, une vérité plus atroce que la corde m'a transpercé, elle m'avait poussé là, avec ses mensonges d'alcoolique pathétique, ses appels aux amis feignant l'inquiétude, son plan machiavélique pour me faire passer pour le monstre que j'avais jamais été. Et puis, comme un coup de tonnerre dans le vide, mes paupières se sont rouvertes sur le matin du 15 juin 2024, mon corps de 38 ans intact, mon cœur battant à nouveau dans la poitrine de l'homme que j'étais avant qu'elle ne commence à tisser sa toile. J'étais revenu, ressuscité dans ma propre chair, prêt à arracher les fils de cette trahison une à une. Paris s'étalait sous mes yeux, cette ville que j'aimais tant et qui m'avait vu naître, grandir, aimer et périr. Le soleil filtrait à travers les voilages de notre chambre, et Claire dormait encore à mes côtés, son souffle régulier comme un mensonge perpétuel. Je me redressai d'un bond, le goût métallique de la mort encore sur ma langue, et pour la première fois depuis des années, une fureur froide, calculée, enflamma mes veines. Ce n'était pas un rêve, pas une hallucination d'ivrogne, non, j'avais vu l'avenir, j'avais goûté à l'oubli, et maintenant, je tenais les rênes. Elle m'avait accusé d'alcoolisme pour couvrir ses propres vices, pour justifier son adultère avec ce notaire minable du 16e arrondissement, mais le vrai secret, celui qu'elle enterrait plus profondément que mon cadavre imaginaire, c'était le corps de sa sœur, disparue il y a 5 ans, que Claire avait noyé dans la Seine par jalousie, un crime qu'elle m'avait fait endosser en me droguant lors d'une de nos fêtes arrosées. J'allais le déterrer, ce cadavre métaphorique, et l'exposer au grand jour, même si cela signifiait plonger Paris dans un scandale qui ébranlerait les fondations de notre petite bourgeoisie aisée. Je me levai sans un bruit, pieds nus sur le parquet ciré qui craquait comme un avertissement, et descendis à la cuisine où le café refroidissait dans la cafetière, vestige d'un rituel conjugal que je n'avais jamais vraiment apprécié. Ma main tremblait encore en versant la tasse, pas de peur, mais d'anticipation. Dans ma vie précédente, j'avais bu pour noyer la suspicion qui grandissait, pour ignorer les regards fuyants de Claire lors de nos dîners au café de Flore, pour me convaincre que ses absences prolongées à l'agence immobilière n'étaient que du surmenage. Mais maintenant, je voyais Claire, chaque gorgée qu'elle m'avait versée était un poison lent, chaque accusation un clou dans mon cercueil social. J'avais perdu mon poste de professeur d'histoire à la Sorbonne à cause de ces ragots, mes amis m'avaient fui comme un pestiféré, et ma famille, ces provinciaux de Lyon, m'avaient renié en croyant à son portrait d'épouse martyre. La mort par pendaison avait été mon cadeau empoisonné, un suicide apparent qui scellait sa victoire jusqu'à cet instant de renaissance. Assis à la table en acajou, je sortis mon téléphone, ce rectangle de verre qui avait été mon dernier lien avec le monde. Les messages non lus de ma vie antérieure défilaient dans mon esprit comme un film muet. « Alex, tu dois te faire aider, Claire nous a tout raconté, c'est dur de te voir comme ça. » Je souris pour la première fois, un sourire carnassier, et effacer l'historique d'un geste sec. Aujourd'hui, le 15 juin, c'était le jour où tout avait basculé dans ma timeline d'année, ou le jour où Claire avait découvert ma supposée bouteille cachée dans le placard, où elle avait appelé les urgences en pleurs, où le cycle de l'humiliation avait commencé. Mais cette fois, j'allais inverser les rôles. Je me rappelais chaque détail, le rendez-vous secret qu'elle avait avec Marc, son amant, à 14 heures dans un hôtel discret de Montparnasse, le dossier bancaire qu'elle manipulait pour détourner nos économies vers un compte offshore, et surtout, cette clé USB planquée dans le tiroir de sa table de nuit, contenant les preuves de son crime contre sa sœur, Élise, des photos floues d'une nuit pluvieuse sur les quais, un corps traîné dans l'eau noire, et un faux alibi que j'avais moi-même validé. Sans le savoir, drogué par ses soins. Le réveil sonna à l'étage, et j'entendis ses pas légers descendre l'escalier. Claire apparut dans l'encadrement de la porte, en peignoir de soie blanche, ses cheveux blonds en cascade, ce sourire innocent qu'elle réservait au matin paisible. « Bonjour, mon amour », murmura-t-elle en s'approchant pour m'embrasser, mais je me reculai imperceptiblement, feignant une migraine. « Mauvaise nuit » demanda-t-elle, ses yeux verts les mêmes que les miens, ironie du sort scrutant mon visage avec une fausse sollicitude. Je hochai la tête, avalant une gorgée de café pour masquer le dégoût qui montait. « Juste un cauchemar », répondis-je, ma voix calme comme un lac gelé. Quelque chose à propos de noyade et de secrets qui remontent à la surface. Elle pâlit une fraction de seconde, un tic imperceptible que je n'avais jamais remarqué avant, et rit nerveusement. « Tu regardes trop de polars français, Alex. Viens, je te prépare des œufs. » Mais au fond de moi, la machine de la vengeance ronronnait déjà. Aujourd'hui, je la laisserai aller à son rendez-vous, je la suivrai discrètement, et ce soir,
lors de notre dîner avec ses parents ou ces bourgeois snobs du 7e, je planterai la première graine du doute. La matinée s'étira comme une toile d'araignée, Claire s'activant dans la cuisine avec une efficacité feinte, racontant ses projets pour l'agence, une vente immobilière dans le Marais, un client important. Je l'écoutais d'une oreille, hochant la tête au bon moment, mais mon esprit cartographiait déjà le terrain. Dans ma vie précédente, j'avais été trop naïf, trop absorbé par mes cours sur la Révolution française pour voir les signes et les parfums étrangers sur ses vêtements, les appels chuchotés la nuit, les factures d'hôtel glissées dans son sac. Maintenant, chaque mot qu'elle prononçait était une pièce du puzzle que je réassemblais à l'envers. À midi, elle s'habilla pour sortir, une robe crayon noir qui moulait ses formes avec une élégance provocante, et m'embrassa sur la joue. « Ne bois pas trop aujourd'hui, d'accord ? Le médecin a dit. Elle laissa la phrase en suspens, ce couteau habituel planté avec douceur. Je souris, serrant sa main un peu trop fort. Promis, ma chérie. Sois prudente sur la route. Dès qu'elle franchit la porte, je me précipitai à l'étage. Le tiroir de sa table de nuit céda sous mes doigts, révélant la clé USB noire, anonyme, comme un serpent endormi. Je la branchai à mon ordinateur portable, le cœur battant non pas de peur, mais d'une joie sauvage. Les fichiers s'ouvrirent, des enregistrements audio granuleux de la nuit fatidique, 5 ans plus tôt, où la voix de Claire, altérée par la panique, suppliait Élise de ne pas tout gâcher pour un homme. Puis, le bruit d'une lutte, un cri étouffé, et l'éclaboussure dans l'eau. Des photos, Élise, sa propre sœur, ligotée et bâillonnée, les yeux implorants, avant que Claire ne la pousse par-dessus le parapet du pont des Arts. Et le mot le plus danigne, un mail effacé mais récupéré, où Claire m'écrivait, drogué et confus le lendemain, « Alex, tu as trop bu hier, souviens-toi de rien ? Élise a fait une bêtise, on doit couvrir. » J'avais cru à une overdose accidentelle, avalé ses pilules pour calmer les nerfs, et sceller mon propre piège. Je copiais tout sur un cloud sécurisé, mon pouce accélérant à l'idée du chaos à venir. Mais la vengeance ne serait pas un coup d'éclat, elle serait une symphonie, lente et inexorable, à la manière des drames français de Racine ou de Camus aux plaines de non-dits, de regards accusateurs, de silence qui tue. À 13h45, je quittai l'appartement, descendant les escaliers de notre immeuble du VE arrondissement, et hélai un taxi anonyme. Hôtel Lutetia, Montparnasse, murmurai-je au chauffeur, un vieux moustachu qui grommela sur la circulation. En route, je repensai à ma mort, la lettre de suicide qu'elle avait rédigée de ma main, imitant mon écriture après m'avoir empoisonné au somnifère, l'enquête bâclée par la police, influencée par ses connexions familiales, le testament falsifié qui lui léguait tout. Elle avait gagné la guerre, mais je revenais des enfers pour la guerre de 100 ans. L'hôtel se dressa devant moi, façade art déco figée dans le temps, comme un témoin muet des adultères parisiens. Je m'installai dans un café en face, commandant un expresso que je touchais à peine, observant l'entrée. À 14h12, elle arriva, bras dessus bras dessous avec Marc, ce bellâtre aux tempes grisonnantes, costume sur mesure et alliance discrète. Ils entrèrent, riant, et je sentis une nausée familière, pas de jalousie, mais de rage pure. J'attendis 1 heure, puis envoyai un message anonyme à Marc depuis un burner phone que j'avais acheté en chemin, « Votre maîtresse a un secret. » Vérifiez la scène, nuit du 12 avril 2019. Élise n'a pas sauté seule. Simple, incisif, comme un scalpel. Puis, je rentrai, préparant le terrain pour le dîner du soir. Le soleil se couchait sur les toits de zinc quand Claire revint, les joues rosies, prétextant un déjeuner d'affaires prolongé. Elle me trouva dans le salon, un verre d'eau à la main ou ironie délibérée au feuilletant un vieux livre d'histoire sur les vendettas familiales. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, s'asseyant près de moi, sa main sur ma cuisse. Je la laissai faire, sentant la chaleur de sa peau comme un venin. « Parfaitement », répondis-je. « Ce soir, avec tes parents, on devrait parler du passé. De ta sœur, par exemple. Ça fait longtemps qu'on n'en discute pas. » Son corps se raidit, imperceptiblement, mais je le sentis comme un tremblement de terre. « Élise ? Pourquoi maintenant ?» Sa voix était un fil tendu. « Juste une intuition, dis-je en l'embrassant doucement. Les fantômes ne dorment jamais vraiment. » Le dîner chez ses parents, dans leur hôtel particulier du 7e, était un rituel de façade, cristal taillé, vin millésimé, conversation sur l'art et la politique comme si le monde n'était qu'un salon mondain. Monsieur et Madame Duval, ces piliers de la société, m'accueillirent avec leur politesse glacée, masquant le mépris qu'ils nourrissaient pour eux l'historien raté et que j'étais devenu dans leur esprit. Claire, rayonnante en robe rouge,
servait les plats avec grâce, mais je voyais les fissures, ses regards fuyant vers son téléphone, qui vibrait discrètement en marque, sans doute, digérant mon message. Au dessert, tarte aux pommes tièdes, je lâchai la première bombe. Savez-vous, Claire, que j'ai retrouvé des vieilles photos d'Élise. Elle était si belle, ce soir-là sur le pont des Arts. Les fourchettes s'immobilisèrent. Sa mère, une dame aux perles éternelles, haussa un sourcil. « Quelle soirée, mon cher ?» demandai-je innocemment. Claire intervint, trop vite, « Oh, rien d'important, une sortie entre sœurs. » Mais je poursuivis, voix douce comme du miel empoisonné, au contraire. Elle portait cette écharpe bleue, celle que vous lui aviez offerte. Et puis, l'eau était si froide cette nuit-là. Un silence de plomb s'abattit. Son père toussa, mal à l'aise. « Alex, vous semblez agité. » « Un verre, proposa-t-il, mais je déclinai, les yeux rivés sur Claire, dont le visage avait viré au cire. « Non, merci. Je suis sobre depuis des semaines. » Claire le sait mieux que quiconque. Le sous-entendu plana comme une ombre. Elle se leva abruptement, prétextant une migraine, et je la suivis dans le couloir, où elle me plaqua contre le mur, sifflant « Qu'est-ce que tu fous, Alex? Tu veux tout gâcher ?» Ses ongles s'enfoncèrent dans mes bras, et pour la première fois, je vis la bête en elle la même qui avait poussé Élise dans le vide. « Gâché » murmurai-je, rapprochant mon visage du sien. « C'est toi qui as commencé, ma chère. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est que le début. » Je la lâchai, rentrant dans le salon comme si de rien n'était, laissant son monde trembler sur ses bases. Cette nuit-là, de retour dans notre lit, elle feignit le sommeil, mais je sentis sa tension, comme un arc bandé. Moi, je veillais, planifiant la suite, demain, un appel anonyme à la police, des indices subtils vers le crime, après-demain, une confrontation avec Marc, que j'imaginais déjà en train de fouiller son passé. La vengeance était un art français, après tout lente, raffinée, impitoyable. Et Paris, ma ville bien-aimée, serait le théâtre de cette tragédie personnelle, où les lumières de la scène cacheraient des abysses plus sombres que l'eau elle-même. Les jours suivants furent une danse macabre, un ballet de mensonges et de vérité à demi-mot, où chaque geste de Claire trahissait sa panique croissante. Le matin du 16 juin, je la surpris dans la salle de bain, penchée sur le lavabo, avalant une poignée de pilules au pas des antidouleurs, non, des anxiolytiques, ces calmants qu'elle m'avait autrefois prescrits pour mon problème. Ironie cruelle, c'était elle, maintenant, qui sombrait dans l'abîme qu'elle avait creusé pour moi. Je feignis de ne rien voir, entrant avec un café en main. « Bien dormi ?» demandai-je, et elle sursauta, renversant l'eau du robinet. « Oui. » Un peu agité. Ces dîners familiaux, tu sais. Son sourire était un masque fissuré, et je hochai la tête, compatissant en surface. Je comprends. D'ailleurs, j'ai repensé à Élise. Tu te souviens de cette histoire qu'elle racontait, sur un secret de famille? Quelque chose à propos d'un héritage contesté. Elle se figea, le gant de toilette à mi-chemin de sa bouche. Un héritage? Élise délirait souvent, avec ses idées folles. Mais ces yeux qui m'avaient séduit 10 ans plus tôt lors d'une expo au Louvre trahissaient la tempête intérieure. Je m'approchai, posant une main sur son épaule, sentant les muscles tendus comme des câbles. Peut-être. Mais et si ce n'était pas du délire? Et si quelqu'un l'avait fait taire? Les mots planaient, lourds de sous-entendus, et pour la première fois, je vis la peur nue dans son regard. Elle se dégagea d'un geste brusque. « Alex, arrête. Tu parles comme un roman de Simenon. Va travailler, concentre-toi sur tes cours. » Elle quitta la pièce, claquant la porte de la chambre, et je restai là, savourant ce premier craquement dans sa forteresse. À la Sorbonne, ce matin-là, mes étudiants m'attendaient pour un séminaire sur la terreur ou ironie du destin, enseigner la guillotine alors que je maniais moi-même un rasoir invisible. Je parlais avec une ferveur nouvelle, décrivant les dénonciations anonymes, les complots ourdis dans l'ombre des salons parisiens, et je vis des regards intrigués, ces jeunes, nourris aux réseaux sociaux, sentaient-ils le parallèle avec ma propre vie? À la pause, mon collègue Pierre, un philosophe bourru au cigare éternel, me tapa l'épaule. « Alex, tu as l'air différent. Plus vif. Pas bu ce week-end ?» Je ris, un rire franc pour la première fois depuis des mois. Pas une goutte, Pierre. J'ai vu le diable en face, et il avait un goût amer. Il haussa les sourcils, mais n'insista pas. Les Français respectent les mystères, après tout.
De retour à l'appartement en fin d'après-midi, je trouvais Claire affalée sur le canapé, son téléphone à la main, le visage blême. Marc a annulé notre rendez-vous de ce soir, lâcha-t-elle sans préambule, les yeux rougis. Il dit qu'il a des doutes, que quelqu'un lui a envoyé des conneries sur mon passé. Mon cœur bondit, le message avait porté ses fruits. Je m'assis près d'elle, feignant l'inquiétude. Des conneries? Comme quoi? Elle hésita, puis explosa, sur Élise. Quelqu'un insinue que j'aurais quelque chose à voir avec sa mort. C'est ridicule, Alex. Élise s'est suicidée, tu le sais, elle était dépressive, avec ses amants foireux et ses dettes. Mais sa voix chevrotait, et je vis la sueur perler sur son front. Peut-être, dis-je doucement, mais les rumeurs ont la peau dure à Paris. Et si on enquêtait? Pour ton bien, pour clore le chapitre. Elle bondit sur ses pieds, hystérique. Enquêter? Tu es fou. Laisse les morts en paix. Puis, réalisant sa véhémence, elle s'effondra en larmes, se blottissant contre moi. Je la serrai, sentant son corps trembler, et murmurai, chut, ma love. Tout ira bien. Tant que la vérité reste enterrée. Ce soir-là, nous dînâmes en silence, un pot-au-feu fade que j'avais préparé, un geste domestique pour la désarmer. Mais sous la table, mon pied effleurait le sien, un contact ambigu qui la faisait tressaillir. À 22h, feignant l'épuisement, je montai me coucher tôt, laissant la clé USB que j'avais remise en place comme un appât. À minuit, j'entendis ses pas furtifs, elle fouillait le tiroir, vérifiant que son secret était intact. Je souris dans l'obscurité, imaginant sa terreur. Le lendemain, 17 juin, je passai à l'étape suivante. Depuis un cybercafé anonyme près de la place de la Contrescarpe, j'envoyais un dossier compressé à un journaliste freelance que je connaissais de mes années étudiantes, un certain Julien, spécialisé dans les faits divers people. Pas tout, juste assez, les photos floues, un extrait audio édité pour teaser le scandale, et une note, la sœur de Claire Duval, l'agent immobilier star, n'a pas sauté seul. Preuve à venir. Suivez l'argent. Julien mordit à l'hameçon dans l'heure, Alex? C'est toi. Ça sent le scoop. Rendez-vous demain, café du marché, Saint-Germain. Je répondis d'un compte jetable, pas Alex. Un fantôme. Publiez vite, avant qu'elle ne contre-attaque. Rentré à la maison, je trouvais Claire en pleine crise, son père avait appelé, furieux, mentionnant des bruits dans la presse locale sur une réouverture d'enquête sur Élise. C'est toi qui fais ça, siffla-t-elle, me plaquant contre le mur du salon, ses ongles enfoncés dans ma chemise. Dis-moi la vérité, Alex. Tu as fouillé dans mon passé? Je la repoussai doucement, mes yeux dans les siens. Moi? Jamais. Mais peut-être que le passé fouille en nous, Claire. Peut-être que les secrets, comme les cadavres, flottent toujours à la surface. Elle recula, hagarde, et s'enfuit dans la chambre, claquant la porte. J'entendis ses sanglots étouffés, et pour un instant, une pitié fugitive m'effleura l'amour que j'avais eu pour elle, ce mirage de 10 ans, avec nos promenades le long de la Seine, nos nuits au Moulin Rouge. Mais la mémoire de la corde me rappela, la pitié était un luxe que les ressuscités ne pouvaient se permettre. Le 18 juin, le scoop parut dans un blog people mineur, disparition d'Élise Duval, suicide ou meurtre. Nouvelle piste troublante impliquant la famille. Pas de nom précis, mais assez pour que les ragots enflent. Claire annula ses rendez-vous, se cloîtra, et commença à boire du vin blanc à midi, du cognac le soir, ironie suprême. Juste pour me détendre, prétextait-elle, mais je voyais les bouteilles vides s'amonceler. Nos amis communs, ces couples du quartier latin, commencèrent à appeler, « Claire va bien ?» On a vu l'article. Je répondais avec une voix brisée, feignant l'inquiétude, elle est fragile en ce moment. Et moi? Je tiens le coup, sans alcool, grâce à elle. Le retournement était délicieux, elle, l'accusatrice, devenait l'accusée. Le soir même, Marc surgit à notre porte, ivre de rage et de whisky. Claire. Explique-moi ces photos. Élise. Tu l'as tuée? Pour l'héritage? Pour moi, hurla-t-il dans le hall, attirant les voisins. Elle le gifla, larmes aux yeux, fou le camp. C'était un accident. Elle voulait tout dire à papa, ruiner la famille. Les mots échappèrent, fatals, et je restai en retrait, ombre dans l'ombre, enregistrant tout sur mon téléphone caché. Marc partit, titubant,
promettant l'enfer, et Claire s'effondra à mes pieds. Alex. Aide-moi. J'ai eu si peur cette nuit-là. Élise. Elle m'a attaqué, j'ai paniqué. Pour la première fois, elle avouait, fragment de vérité arraché par la peur. Je la relevai, la serrant contre moi. Chut. On va s'en sortir. Mais tu dois me dire tout. Et elle parla, torrent de confessions, la jalousie viscérale pour la beauté d'Élise, l'amant qu'elle partageait, le coup fatal dans la lutte, le corps jeté à l'eau pour protéger l'honneur familial. Et moi, drogué, forcé à signer le faux témoignage. Cette nuit, nous fîmes l'amour pour la première fois depuis des mois, pas par passion, mais par désespoir, un pacte scellé dans la chair. Elle s'endormit, épuisée, et je veillai, planifiant le coup de grâce. Demain, j'irai voir ses parents, seul, avec des preuves partielles. La toile se resserrait, et Paris, indifférente, continuait son ronronnement nocturne. Le 19 juin d'Aona sous un ciel plombé, typique de ce Paris estival où la pluie menace toujours comme une sentence divine. Je quittai l'appartement tôt, laissant Claire endormie dans un lit défait, les draps imprégnés de son parfum et de nos mensonges partagés. Direction le 7e arrondissement, chez les Duval, ce bastion de l'hypocrisie bourgeoise où les secrets étaient polis comme l'argenterie. En chemin, dans le métro bondé un luxe d'anonymat que je m'imposais pour ne pas alerter les caméras de surveillance, je repensais à ma propre famille, ces lioncés oubliés qui m'avaient tourné le dos après les accusations de Claire. Dans ma vie précédente, j'avais tenté de les rappeler, voix chevrotantes, mais ils avaient raccroché, croyant à son récit d'époux violent et ivrogne. Cette fois, je leur enverrai la vérité en premier un email groupé avec des extraits audio, pour rallumer les liens brisés. Vengeance personnelle, intime, avant le grand incendie. Les Duval m'ouvrirent la porte avec surprise au pas de Claire, juste moi, sobre et rasé de frais, un dossier sous le bras. Alexandre. Entrez, entrez. Claire n'est pas avec vous, s'exclama Madame Duval, sa robe Chanel impeccable froissée par l'inquiétude récente. Son mari, dans son fauteuil Voltaire, leva les yeux de son Figaro, moustache frémissante. Asseyez-vous, mon garçon. Un café? Je déclinai, m'installant face à eux comme un inquisiteur. Merci, non. Je viens pour Élise. Le nom tomba comme une grenade. Madame pâlit, portant une main à sa gorge perlée. Élise? Mon Dieu, pourquoi remuer ça maintenant? Je sortis la tablette, lançant l'extrait audio édité où le cri d'Élise, l'éclaboussure, la voix paniquée de Claire. Parce que ce n'était pas un suicide. Et Claire. Elle était là. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise. Monsieur Duval se leva, rougeaud, pointant un doigt tremblant. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Ma fille. Une meurtrière? Absurde. Mais madame, elle, s'effondra en larmes, murmurant, je le savais. Au fond, je le sentais. Élise appelait, terrifiée, cette nuit-là. Maman, Claire est folle, elle me suit partout pour cet homme. Les pièces s'assemblaient, la jalousie n'était pas seulement fraternelle, mais patrimoniale. Élise, l'aînée prodigue, avait découvert les malversations de Claire avec l'héritage familial des fonds détournés pour financer son adultère luxueux. Votre fille cadette a tué pour de l'argent, dis-je calmement, déployant les relevés bancaires que j'avais hackés via un contact discret à la banque. Et elle m'a fait porter le chapeau, en me droguant, en me faisant passer pour l'alcoolique fou. La révélation les brisa. Monsieur hurla, appelant son avocat, Madame sanglota, évoquant les nuits d'insomnie depuis la disparition. Je les laissai à leur chaos, promettant plus de preuves, et sortis dans la rue, l'air chargé d'ozone. Mon téléphone vibra, un message de Julien, le journaliste. Article en ligne dans 2 heures. La police est alertée. Tu es un génie, fantôme. Sourire aux lèvres, je rentrai, trouvant Claire en pleine crise de nerfs, téléphone en main. Papa et maman. Ils savent? C'est toi, hein? Tu les as appelés. Elle se rua sur moi, griffe sortie, mais je l'arrêtai net, la plaquant contre le mur avec une force que je ne me connaissais pas. Oui, c'est moi. Et ce n'est que le début. Tu m'as pendu, Claire, pas avec une corde, mais avec tes mensonges. Maintenant, goûte à la corde. Elle s'effondra, implorante, Alex, pitié. Je t'aime encore. On peut fuir, recommencer à Nice, ou en Provence. J'ai de l'argent planqué.
Ses yeux, suppliants, ravivèrent un fantôme d'amour, mais la mémoire de ma chute, le craquement, le vide, son rire distant balaya tout. L'amour? Tu m'as tué pour un notaire et des billets. Non, Claire. Tu vas payer, à la française, lentement, publiquement, sans échappatoire. Je la laissai là, pleurant sur le tapis persan, et sortis pour un verre d'eau, bien sûr aux zinc du coin, observant les passants indifférents. Paris bruissait de ses secrets, un amant qui chuchotait au téléphone, une femme qui jetait un regard en coin. J'étais l'un d'eux, maintenant, un vengeur masqué. L'article tomba à 14 heures, titré « Scandale chez les Duval, la mort d'Élise était-elle un meurtre fratricide ?» Avec des photos d'archives, des spéculations sur l'adultère, et un portrait flatteur de Claire encore. Les réseaux s'enflammèrent, meurtre Duval trendigne, des tweets accusateurs, des influenceuses disséquant le drame bourgeois. Claire m'appela depuis un numéro inconnu au panique total. « Alex, reviens. Les flics sont à la porte. » Je raccrochai, savourant le sel de la peur. À 16 heures, je rencontrai Marc dans un parc anonyme près du Luxembourg. Il était défait, cravate défaite, yeux injectés. Elle m'a menti sur tout. Élise. Mon Dieu, j'étais l'amant des deux sœurs. Claire l'a tuée par jalousie, pour m'avoir. Je hochai la tête, compatissant. Aidez-moi à la finir, alors. Témigné. Il accepta, brisé, et je partis, laissant derrière moi un allié inattendu. Ce soir-là, de retour, la police était là, 2 inspecteurs en civil, visage de pierre, fouillant l'appartement sous mandat. Claire, menottée, hurlait mon nom, Alex. Dis-leur que c'est faux. Que tu m'aimes. Je restais en retrait, voix calme, officier, je coopère pleinement. J'ai des preuves. Sur une clé USB. Le coup de grâce, je l'attendis, contenant tout audio, photo, mais... Les flics hochèrent la tête, impressionnés. Monsieur Lefebvre, vous auriez dû venir plus tôt. J'avais peur, mentis-je. Peur d'elle. Claire me fusilla du regard, un serpent vaincu, traître. Tu vas payer pour ça. Mais c'était elle, maintenant, qui payait. La nuit fut un tourbillon, interrogatoire au commissariat du VE, où je répétais mon histoire, la drogue, les accusations, la mort feinte. Les Duval arrivèrent, froids, témoignant contre leur propre sang. Elle a toujours été jalouse, murmura madame. À l'aube, on me relâcha, innocent, tandis que Claire était placée en garde à vue. Dehors, la scène coulait, indifférente, emportant peut-être encore les échos d'Élise. Je rentrai seul, l'appartement vide résonnant de silence nouveau. La vengeance avançait, mais un vide persistait. Était-ce la victoire, ou juste un autre piège? Les semaines suivantes furent un kaléidoscope de scandales, Paris se délectant de notre tragédie comme d'un bon polar de série B, mais avec la saveur amère des vraies vies brisées. Le 20 juin, les journaux titraient en une « Arrestation choc, Claire Duval, suspectée de meurtre sur sa sœur Élise ». Photo d'elle, menottée, sortant du commissariat, ce visage autrefois angélique tordu par la haine. Les télés se déchaînèrent, interviews des voisins, un couple si parfait, spéculation sur notre mariage, l'alcoolisme d'Alexandre Lefebvre était-il une façade? Julien, mon fantôme allié, m'appela, tu es une star anonyme, mec. Livre-toi, deviens le héros. Je refusai, la vengeance était privée, pas un spectacle. Seul dans l'appartement, je rangeais ses affaires en robes pliées dans des cartons, parfums versés à l'égout, comme un exorcisme. Mes parents de Lyon appelèrent enfin, voix émues, fils, on a vu les infos. On était idiot de croire cette vipère. Pardon accordé, lien renoué, je pleurais, pour la première fois depuis ma renaissance, non de joie, mais de deuil pour l'homme naïf que j'avais été. À la Sorbonne, Pierre m'accueillit en héros discret, raconte, si tu veux. Ou pas. Les Français savent se taire. Je choisis le silence, enseignant avec une passion renouvelée, transformant ma douleur en leçon sur la trahison historique Robespierre, les purges staliniennes, ces miroirs de l'âme humaine. Claire fut inculpée le 25 juin, meurtre prémédité, faux témoignage, détournement de fonds. L'audience préliminaire, au palais de justice de l'île de la Cité, fut un cirque. Je témoignai, voix ferme, décrivant la nuit de ma mort et les somnifères dans mon vin, la lettre forgée, son appel triomphant à Marc, c'est fait, il est parti. Le juge, un homme sec au regard perçant, nota tout, l'avocat de Claire, un requin du barreau,
tenta de me discréditer. Monsieur Lefebvre, n'êtes-vous pas connu pour vos excès? Je souris, sortant les analyses toxicologiques que j'avais exigées post-renaissance. Pas un gramme d'alcool depuis juin 2024, maître. C'est ma femme qui buvait pour deux. Rire étouffé dans la salle, Claire, en tailleur gris, me foudroya, menteur. Tu m'as forcé. Marc témoigna après moi, voix brisée, elle m'a avoué, en larmes, après notre dispute. Élise. Elle l'a noyé pour que je reste avec elle. J'étais l'appât. Les Duval, présents, hochèrent la tête, brisée, madame fondit en larmes lors de son tour, évoquant les appels désespérés d'Élise. Le procureur requit la détention provisoire, le juge acquiesça, et Claire fut emmenée, hurlant, « Alex. Tu me dois ça. On s'aimait. » Ces mots résonnèrent dans le marbre froid, mais mon cœur, ressuscité, était de pierre. Dehors, la presse m'assaillit, flash, micro. « Monsieur Lefebvre, comment vous sentez-vous » Je passai sans un mot, élant un taxi pour les quais, où je jetai une rose dans la Seine pour Élise, la sœur fantôme. L'été s'installa, lourd et moite, Paris suant sous la canicule. Je repris une vie normale, dîner avec Pierre et sa femme, une expo au centre Pompidou, même un flirt innocent avec une collègue, Laura, prof de littérature aux yeux rieurs. Tu as changé, Alex. Plus. Vivant. Elle avait raison, la mort m'avait guéri. Mais les nuits étaient hantées, cauchemar de la corde, de l'eau noire engloutissant Élise. Et Claire, en cellule à frêne, m'écrivait, lettres enflammées, puis suppliantes, puis haineuses. Tu es un monstre. Je vais te détruire depuis l'intérieur. Je brûlais chaque missive, mais une graine de doute germa, et si ma vengeance allait trop loin? Les Français aiment les ambiguïtés morales, ces zones grises où le bien et le mal dansent, étais-je le héros, ou juste un autre bourreau? Le twist vint le 15 juillet, anniversaire de notre rencontre au Louvre. Ironie cruelle. Un appel anonyme, Monsieur Lefebvre? C'est l'avocat de Claire. Elle veut un deal. Confessons, elle avoue tout, mais vous. Vous avez un secret aussi. Mon sang se glaça. Que savait-elle? Dans la frénésie de ma renaissance, j'avais omis un détail, la nuit d'Élise, droguée, j'avais aidé à maquiller la scène, portant le corps à l'eau sans souvenir clair. Était-ce complice? Je rencontrai l'avocat dans un bistrot discret de Belleville, loin des regards. Claire dit que vous avez participé. Une photo la prouve, vous, tenant les jambes d'Élise pendant qu'elle pousse. Mensonge? Vérité enfouie? Mon esprit vacilla, dans ma vie précédente, j'avais cru à l'accident, mais les images floues sur la clé USB montraient une silhouette la mienne? Aidant dans l'ombre. Panique. Était-ce le twist fatal, ma propre culpabilité, un miroir de sa trahison? Je rentrai, fouillant mes souvenirs ressuscités, oui, un flash la drogue me rend en marionnette, Claire murmurant aide-moi, ou je te ruine. J'avais porté, poussé, scellé le crime sans le savoir. La vengeance se retournait elle contre moi. Non. C'était sa manipulation ultime, un chantage pour me briser. J'appelais Julien, creuser plus. Photo truquée, peut-être. Il promit, et le lendemain, révélation, la photo était un montage grossier, pixels trahissant le faux. Claire bluffait, désespérée. Le 20 juillet, l'instruction avança, aveu partiel de Claire sous pression, corroboré par des témoins, un SDF des quais ayant vu deux femmes se battre, puis un homme. Moi, l'homme, innocenté par l'alcoolémie nulle. Mais le doute persista, me rongeant comme un ver, et si j'avais su, au fond? Les nuits devinrent insoutenables, promenade solitaire le long de la Seine, où l'eau semblait murmurer aux complices. Laura me quitta doucement, tu portes trop de fantômes, Alex. Seule, la vengeance me restait. Le 1er août, le procès s'ouvrit enfin, salle bondée, flashs incessants. Claire, amaigrie, en costume strict, plaida non coupable, son avocat invoquant folie passagère. Je témoignai à nouveau, mais cette fois, la voix chevrotante, elle m'a détruit, mais je l'ai aimée. Pardonnez-la. Non, jugez-la. Ambiguïté française, ce mélange de pitié et de rage. Les jurés, visages impassibles, pesaient, Marc, en témoin clé, craqua, elle m'a manipulé, comme Alex. Mais Élise. Innocente. Le verdict tomba le 5 août, coupable, 20 ans ferme. Claire hurla, s'effondrant, ses parents, absents, l'avaient renié par testament.
Dehors, triomphe amer. J'avais gagné, mais à quel prix? Paris fêtait la fête de la musique en écho lointain, et je marchais seul, sentant le poids de 2 morts sur mes épaules. L'automne 2024 enveloppa Paris d'une brume mélancolique, feuilles jaunies jonchant les boulevards comme des regrets oubliés. Le procès de Claire s'était clos dans un murmure judiciaire, 20 ans à Fresnes où une sentence lourde, mais pas la guillotine des temps anciens, la France moderne pardonnait à demi, punissait avec bureaucratie. Les Duval, ruinés par le scandale, vendirent leur hôtel particulier, fuyant vers la Côte d'Azur dans l'anonymat honteux. Marc disparut, rumeur de suicide raté à Deauville, Élise, exhumée métaphoriquement, devint icône des médias, la victime effacée de la bourgeoisie parisienne. Et moi, Alexandre Lefebvre, ressuscité des cendres, flottais dans un limbo de victoire creuse. Les mois passèrent en routine guérie, à la Sorbonne, mes cours sur l'existentialisme de Sartre attiraient du monde l'ironie, enseignaient l'absurde après avoir vécu l'enfer. Pierre devint un ami vrai, nous partageant des apéros sans alcool au Procope, disséquant la trahison comme un vin rare. Tu as fait ce qu'il fallait, Alex. Mais les Français, on rumine éternellement. Il avait raison, les nuits, je marchais encore le long de la Seine, jetant des cailloux dans l'eau noire, invoquant Élise, pardonne-moi, si j'ai failli. Le doute sur ma complicité s'était estompé, analyse ADN sur la photo truquée l'avait innocenté, mais la cicatrice persistait, rappel que la vengeance corrompt autant que le crime. Un soir de novembre, une lettre arriva, cachet de Fresnes, écriture fine de Claire. Alex, mon amour haï. 20 ans pour un moment de folie. Mais toi. Tu m'as tué en premier, avec ton retour du néant. Étais-tu vraiment mort, ou juste un fantôme inventé? Je sais la vérité, tu as toujours su pour Élise, tu as couvert par amour tordu. Reviens, finissons ensemble. Choc. Était-ce un dernier mensonge? Je relus, cherchant les failles, mais les mots dansaient, ravivant la passion maudite. Contre toute raison, je demandai une visite, le cœur battant comme au premier jour. La salle des parloirs de Fresnes était un purgatoire gris, table vissée, gardien impassible. Claire entra, cheveux courts, uniforme fade, mes yeux verts toujours magnétiques. Tu es venu, murmura-t-elle, main tendue à travers la vitre. Je la pris, sentant l'électricité familière. Pour clore. Dis-moi la vérité, une fois. Elle rit, amère, la vérité? Élise méritait sa fin, elle te voulait, avant moi. Et toi? Cette nuit, drogué, tu as ri en la poussant. J'ai vu tes yeux, Alex. Tu étais libre. Mensonge? Souvenir réprimé? Une flash me traversa, oui, un rire étouffé, l'ivresse chimique libérant une rage enfouie contre sa famille parfaite qui m'avait snobé. Étais-je complice par désir inconscient? Le twist final me frappa, ma renaissance n'était pas pure, j'avais porté en moi le germe du mal, nourri par des années de ressentiment. Claire avait raison partiellement. Alors, nous sommes pareils, dis-je, voix brisée. Des monstres parisiens. Elle sourit, victorieuse même en cage, reviens me voir. On écrira notre fin. Je partis, nauséeux, mais libéré. Dehors, l'air froid me gifla, la vengeance avait été cathartique, mais la vraie rédemption était l'acceptation de mes ombres. Noël approcha, et je rentrai à Lyon, chez mes parents au dîner chaud, rire sincère, une sœur qui me serra fort, on est fiers, frangin. Paris, laissé derrière, devint souvenir, je démissionnai de la Sorbonne pour un poste à l'université de Lyon, enseignant l'histoire avec humilité. Laura réapparut, par hasard lors d'une conf, et nous dansâmes, timides, lors d'un bal universitaire. Prêt pour une nouvelle page, demanda-t-elle. Oui, répondis-je, sentant le poids s'alléger. Le printemps 2025 fleurit, et une lettre finale de Claire, je me pendais ce matin. Pas par désespoir, mais pour te hanter éternellement. Adieu, mon ressuscité. Panique, j'appelais la prison en mensonge, elle vivait, un dernier piège pour me tourmenter. Rire libérateur, elle était vaincue, et moi, vivant. L'été revint, 2 ans après ma mort feinte. Sur le pont des Arts, cadenas brisé à la main, un symbole d'amour morte, je jetai les cendres imaginaires de notre histoire dans la Seine. Élise remonta en surface, fantôme apaisé, Claire coula, oubliée. Paris scintilla, indifférente, et je marchais vers l'aube, homme nouveau, vengé mais guéri. La vie, après la trahison, était un roman ouvert dramatique, controversé, tendu, mais profondément français, imparfait,
passionné, éternel.